André Hichet, bonjour. Bonjour. Alors après une crise sanitaire, une crise économique et sociale à contenir certainement, et donc ce plan de relance avec des actions de soutien au BTP, une place centrale. C'est une place centrale parce que c'est un plan d'urgence. En effet, la situation du BTP, que tout le monde connaît, peu ou prou, se caractérise par l'arrêt de tous les chantiers et par l'arrêt, en réalité, de la plupart des commandes qui étaient envisagées au cours des prochains mois et même, on peut dire, des prochaines années. Donc, une grande incertitude. L'objectif que nous avons conduit prioritairement, c'est de mettre en place des mesures qui répondent finalement à deux qualités essentielles, ni trop tard, ni trop peu. Alors là, on intervient sur le court terme, sur l'urgence. Absolument. Et des mesures... Alors, les mesures donc, de court terme et d'urgence, quelles sont-elles ? Il s'agit d'abord de garantir le carnet de commandes des entreprises, et notre cible prioritaire, effectivement, c'est le BTP. C'est la raison pour laquelle, dès la mi-mars, au moment même où le confinement entrait en application, nous avons décidé de préparer un plan de relance qui serait opérationnel, effectif, dès la sortie du confinement, et nous avons, dès la fin mars, lancé un appel à projet portant sur 40 000 VFA, c'est-à-dire 40 000 logements lancés en état futur d'achèvement, acquis, de telle manière que les entreprises, d'abord les promoteurs, mais surtout le BTP derrière, puissent avoir un carnet de commandes assuré. Alors on y viendra, mais ces mesures, est-ce qu'elles vont être suffisantes ? Justement, le problème de fond, c'est que ces mesures sont quand même très importantes. Pour vous donner une idée, 40 000 VFA, ça représente plus de 8 milliards d'euros injectés dans l'économie. Est-ce que ce sera suffisant ? Manifestement pas. Parce que je rappelle que globalement, le pays produit chaque année de l'ordre au moins de 400 000 logements. Disons que lorsqu'on passe en dessous du niveau des 400 000 logements, ça veut dire qu'on commence à être en réduction de la production. Et donc, l'objectif que nous poursuivions aussi, c'était de faire en sorte qu'au-delà de ces habitats, eh bien, l'ensemble du secteur de l'habitat institutionnel, c'est-à-dire essentiellement le secteur HLM, puisse également opérer une relance, sinon de même nature, pas de même ampleur, mais enfin une relance. Et donc, pour cela, nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures. D'abord, les fonds d'épargne, qui jouent un rôle extrêmement important, ont accru leur capacité de prêt participatif pour fournir des quasi-fonds propres, ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, des ressources dites de haut de bilan aux organismes HLM. Et puis nous-mêmes, nous avons continué à alimenter un réseau que nous sommes en train de constituer d'une centaine de partenaires et dont le rôle, effectivement, est d'amplifier notre action. Toujours la méthode de l'effet levier. L'effet levier à divers titres, c'est très juste, parce que l'effet levier, on en dira un mot, ça porte sur les modes de financement, très important, mais vous voyez que l'effet de levier, en l'occurrence, il porte également sur la démarche opérationnelle. C'est-à-dire, notre action passe d'abord par nous. Notre objectif, c'est de produire, mais notre objectif, c'est aussi de soutenir pour que d'autres puissent se produire dans les mêmes conditions que nous, au-delà. Alors là, justement, c'était des actions au long cours qui avaient déjà été lancées. Je pense au programme Action Cœur de Ville ou tout ce qui est l'amélioration du modèle HLM. Ces mesures, elles s'intègrent, elles vont être un accélérateur. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est qu'un plan de relance, ça n'est pas la redéfinition d'une stratégie. La stratégie, elle a été définie, elle existait, elle est en train d'être mise en œuvre. Elle n'est pas mise en œuvre dans tous les champs et elle est loin d'avoir abouti dans tous les domaines, mais elle est amorcée. Et donc, finalement, le plan de relance, au fond, je le résumerai en disant, c'est l'art qui consiste à faire d'une contrainte une opportunité. Et faire d'une contrainte une opportunité, ça veut dire effectivement répondre à l'urgence, à la nécessité absolue, d'une action concrète, mais en même temps commencer à réfléchir à la manière dont cette action va permettre d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie et peut-être même de l'enrichir. Et puis on a vu des publics, par exemple, qui sont devenus prioritaires. Alors, il y a des publics qui sont apparus comme prioritaires. Je dis apparus, parce qu'en réalité, ils l'étaient déjà. Oui, mais on ne leur faisait pas toujours la place voulue dans la ville en particulier. Et puis cette évidence n'était pas flagrante pour tout le monde. Alors aujourd'hui, effectivement, du fait de la crise sanitaire, par exemple, le public des soignants, notamment autour des grands hôpitaux,
dans les zones tendues, etc., constitue évidemment une des priorités à laquelle il faut répondre. Il faut développer des programmes spécifiques dédiés à la PHP, dédiés aux grands hôpitaux régionaux. Nouveau public, il y a également les jeunes, voilà. Les jeunes en mobilité en particulier. Il faut intégrer en réalité l'impact de la crise économique dont il y a de bonnes chances qu'elle se traduise aussi en partie par une crise sociale. Alors, la crise économique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'accroissement, probablement assez rapide dans les 12 mois, du nombre de demandeurs d'emploi. Bon. Il y a un autre sujet qui n'est pas nouveau non plus, mais qui prend une importance particulière, c'est effectivement le fait d'accompagner la mobilité des salariés à la recherche d'un emploi. Il n'est pas acceptable, effectivement, dans une période où le nombre de chômeurs va croître, que 400 000, 500 000 emplois ne soient pas satisfaits, tout simplement parce que nous n'avons pas la bonne personne au bon endroit. Donc il faut développer un produit particulier, au même titre que pour ce qu'on appelle les travailleurs clés. Les anglo-saxons disent les key workers. Eh bien, pour cette catégorie des demandeurs d'emploi mobilité, il faut un produit particulier qui échappe à ces contraintes-là, mais qui permette de répondre très rapidement. Nous y travaillons. Et puis, dernier point, il y a effectivement la population des jeunes qui risque de se trouver devant de nouvelles difficultés pour la première embauche, pour qui le premier sujet sera déjà de trouver à se loger, parce qu'on se met en couple, parce qu'on a des enfants, etc. Mais aussi, au bout d'un moment, d'engager peut-être assez tôt un processus d'accession à la propriété. Tout ça, ça suppose des montages particuliers et ça suppose de travailler différemment, de manière mieux coordonnée avec d'autres acteurs. Je pense par exemple avec Action Logement, où nous devons développer des initiatives communes. Et on voit bien que derrière la relance, il s'agit aussi de créer une dynamique, par exemple l'insertion professionnelle des jeunes, mais aussi des outils peut-être pour fluidifier les marchés, fluidifier les parcours logement. La question centrale, si vous voulez, dans cette affaire-là, c'est que nous continuons à vivre assez largement sur un modèle qui repose sur une summa divisio, une division centrale entre d'un côté ceux qui relèvent du marché et de l'autre ceux qui relèvent du logement social. Appelons ça le logement HLM. Bien. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus envisager les choses de la même manière du fait du phénomène de métropolisation. À partir de ce moment-là, se dégage, si vous voulez, un noyau central qui représente pratiquement les 2/3 de la population française qui ne relève ni du secteur HLM, ni du marché pur et dur. Et donc, notre rôle, c'est effectivement de développer une offre dédiée aux catégories moyennes, aux classes moyennes. Dans l'évolution de nos métiers, il faut impérativement développer une offre nouvelle qui repose sur de nouveaux produits, mais qui repose aussi sur de nouveaux financements. Parce qu'en termes de fonds propres, actuellement, qui est la ressource principale, parce que les prêts, les emprunts, grâce au fonds d'épargne, qui constitue une ressource quasiment inépuisable, en fait, ne se pose pas. Ce qui se pose, c'est la problématique des fonds propres, du haut de bilan. Et aujourd'hui, pour développer ces produits intermédiaires, il faut aller les chercher sur les marchés. La question qui se pose maintenant, c'est que ces produits intermédiaires que nous savons financer à partir des ressources du marché, en fonds propres, nous devons l'adapter pour mieux répondre aux populations prioritaires que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les demandeurs d'emploi, à la fois les travailleurs. Les classes moyennes aussi, qui doivent construire un projet de vie, un projet professionnel. Et à partir des ressources réelles dont ils disposent aujourd'hui, et pas de ressources virtuelles pour l'avenir. Donc, ça veut dire aussi travailler sur l'innovation, l'accompagnement de politique publique, d'accompagnement de politique territoriale. Absolument. Le type même de problématiques auxquelles nous devons faire face, et de ce point de vue, le plan de relance nous offre là aussi une opportunité. C'est par exemple l'opération Cœur de Ville. D'abord, il faut se poser la question de l'avenir de ces villes moyennes qui ont connu de graves difficultés, qui connaissent encore de graves difficultés du fait... Mais dont on a beaucoup parlé pendant la crise, justement. Justement, pourquoi ? On en a beaucoup parlé pour des raisons évidentes. C'est qu'en particulier l'expérience du confinement a fait apparaître un besoin de nature, un besoin de respiration, un besoin d'écologie, d'environnement, qui est difficile à trouver, il faut bien le reconnaître, dans le tissu dense des métropoles. Un autre facteur est intervenu également, qui est celui du travail à distance et du télétravail. La France s'est mise tout d'un coup
À basculer, on peut à dire. basculer. Alors, il est important de noter que ça n'est pas toute la France. Parce qu'il y a beaucoup de métiers de production qui impliquent d'être sur le terrain. On ne construit pas encore en On ne construit télétravail. pas en télétravail. Même s'il y a des maquettes numériques. Voilà. De la même manière qu'on ne finance pas les programmes construits en télétravail en Bitcoin, si vous voulez. Il y a des réalités dures qui s'imposent. Bon. Et donc, si l'on prend en considération l'impact probable dans la durée du télétravail, et donc la possibilité, par exemple, de choisir un lieu d'habitation, un domicile qui ne coïncide pas exactement au lieu de travail, se développe. Et quel est ce lieu de domicile auquel tout le monde pense? Eh bien, c'est la ville où il y a tous les services, sans les inconvénients. Et qui sont, par exemple, à 1h30 de train, qui peut être connecté assez facilement si on admet de passer 2 jours par semaine en télétravail et 3 jours sur son lieu de travail dans un petit logement locatif, un studio, un T1, qui peut répondre à un besoin concentré dans la semaine. Voilà. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Alors la conséquence pratique, quelle était? La conséquence pratique, la première, c'est que sur notre volume de commandes, nous avons reçu aujourd'hui de l'ordre de 6 000 à 7 000 propositions dans ces cœurs de ville. Je dirais qu'avant la crise, avant le lancement du programme Cœur de Ville, nous aurions peut-être acheté 1 500 logements dans ces zones-là. Eh bien, nous allons essayer d'en acheter de l'ordre de 5 000. Voilà. Autrement dit, nous allons anticiper sur cette probable demande pour aller au-delà. L'autre point qui est très important, toujours sur les cœurs de ville, c'est que si on veut investir et si on veut redévelopper, améliorer l'offre dans les cœurs de ville, il faut être beaucoup plus agile sur les métiers et sur la manière de procéder. Pourquoi? Parce que relancer la dynamique du cœur de ville, c'est d'abord mettre en œuvre une stratégie de peuplement. Ce qui est fondamental, c'est que nous autres bailleurs, développeurs, nous devenons des opérateurs de la stratégie de peuplement des territoires. Pourquoi? Parce que le redémarrage, la redynamisation va passer nécessairement par une amélioration du pouvoir d'achat moyen dans certains espaces. Et ça suppose d'être capable de développer une offre intermédiaire, une offre libre, mais qui est difficile à financer aujourd'hui, alors que les marchés dans ces cœurs de ville sont encore trop bas, trop faibles. Et donc, il faut être un opérateur qui a la capacité de se donner du temps, une dizaine d'années peut-être, pour amortir un investissement, et puis pour passer subtilement d'un métier de bailleur à un métier en réalité qui nous conduira à céder ces logements, autrement dit à une approche de foncière. Alors cette nouvelle approche, et puis dans cette nouvelle art de vivre des villes moyennes, c'est d'avoir du logement, mais du service, de la convivialité, et puis aussi, là encore, penser à la diversité des publics, le vieillissement en ville, l'adaptation des logements. Mais quand vous citez toutes ces nécessités-là, en réalité, derrière tout ça, il y a aussi la nécessité, par exemple, de se financer autrement. Encore une fois, en ayant recours à des ressources de marché en fonds propres qui viennent se conjuguer avec les ressources de financement des fonds d'épargne, de prêts des fonds d'épargne, par exemple. Bon, ça suppose aussi que l'on soit capable de passer d'un métier de gestionnaire locatif à un métier finalement de vendeur en accession. Ça suppose aussi, comme vous le disiez, que nous soyons capables de développer d'autres métiers qui relèvent finalement d'une gestion sur mesure de nos locataires. Le logement social, il a été bâti sur un principe de gestion de masse. Il faut démassifier et il faut gérer sur mesure chaque locataire individuellement et chaque accédant à la propriété individuellement. Par chance, le digital, le numérique nous offre les moyens techniques de réaliser cette mutation. Mais on sait bien que la technique, c'est pas tout. Je dirais même que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les savoir-faire et c'est la culture. Et là, de ce point de vue, le point central, c'est que finalement, nous devons apprendre à travailler en réseau. Les petits opérateurs qui présentent un avantage indéniable de par les logiques de proximité ne peuvent plus rester isolés. Ils doivent se rapprocher de centres de compétences, je pense que CDC Habitat en est un, même le principal, et sans prétendre, je veux dire, organiser l'ensemble du secteur, nous devons donner le signal précisément de cette réorganisation qui ne passe pas par des fusions, qui ne passe même pas par des prises de contrôle, mais qui passe par l'établissement de réseaux de partenaires. Et ça rejoint la remarque que je faisais en introduction, qui consiste à dire que pour que le plan de relance atteigne tous ses effets, il faut effectivement s'appuyer sur un réseau de partenaires, parce que nous ne pouvons pas, nous,
tout faire, tout seul. Il s'agit de mettre tout ce secteur en mouvement. Exactement. Et on rejoint à travers cette idée, si vous voulez, ce qui est une vocation historique d'ailleurs de la Caisse des dépôts et ce qui est une vocation actuelle renforcée de la Banque des territoires, qui est finalement, petit a, d'être un vecteur d'innovation et d'être petit b, un acteur central de la mise en œuvre des politiques publiques. Si on veut faire évoluer l'habitat, le secteur de l'habitat, y compris dans les dimensions écologiques et autres ou servicielles qui sont aujourd'hui prioritaires dans les politiques publiques. Voilà. Et puis, on a la chance aussi, ce plan de relance, qu'il arrive au moment d'un nouveau cycle municipal avec des politiques territoriales. Il faudra nous adapter d'abord, effectivement, aux résultats du cycle électoral, en tenant compte des priorités locales. Nous aurons également à faire, indubitablement, un grand effort de pédagogie, avec de nouvelles équipes, de nouveaux élus, pour leur expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et pour expliquer dans quelle démarche et dans quelle vision inclusive dans laquelle nous nous situons. Voilà, pour expliquer qu'en définitive, la versatilité au sens d'agilité est un atout que nous mettons à leur disposition. Voilà un grand chantier. Merci André Richer de nous en avoir donné tous les éléments cet après-midi. Tous les éléments, je ne suis pas sûr, mais en tout cas quelques-uns d'entre eux. C'est moi qui vous remercie.